Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24 qui reçoit le ministre des Télécommunications, des Postes et des Nouvelles Technologies et de la Communication au Congo, Thierry Mongala. Soyez le bienvenu, monsieur le ministre. Merci. Nous allons donc parler de votre secteur d'activité à travers des questions. Elles sont posées sur cette table. Est-ce que vous pouvez lire à voix haute la première, s'il vous plaît? Pour quelles raisons passer un appel au Congo relève jusqu'à présent du parcours du combattant? Dites-nous. Bon, j'aimerais d'abord tordre le cou à l'idée qu'il y aurait un problème pour passer des appels au Congo. Vous êtes là. Justement. Et je crois que la téléphonie fonctionne à peu près normalement. Simplement, comme tous les pays en grande croissance de leur secteur de télécommunications, nous avons toujours un décalage entre l'augmentation du nombre d'abonnés, donc d'utilisateurs, et l'extension des infrastructures. Et je prends toujours une image ici quand je parle de ce problème de qualité que nous rencontrons depuis quelques mois. Quand vous empruntez un autobus et qu'il est bondé, vous êtes forcément moins confortable que si vous prenez un bus qui est à moitié vide. Eh bien, les infrastructures ne suivent pas au même rythme. Mais c'est tout simplement parce que le secteur est très concurrentiel, que les opérateurs présents multiplient les offres attractives pour multiplier et augmenter leur parc d'abonnés, mais ils doivent faire un effort supplémentaire pour rattraper le gap en termes d'infrastructures. Là où c'est préoccupant, et c'est là où le rôle régulateur de l'État intervient, c'est que nous considérons que cette période dure trop longtemps, a duré trop longtemps. Il y a eu déjà l'année dernière, et les Congolais s'en rappellent, une sanction pécuniaire qui a été infligée aux opérateurs, les deux principaux opérateurs, Airtel et MTN. Cette année, j'ai fait le point le 30 juin avec le régulateur et nous avons convenu d'abord qu'il y avait la nécessité de faire une sorte de monitoring de la situation. Quand nous aurons évalué entre le ressenti des consommateurs qui reste assez négatif et les contraintes techniques et les améliorations qui auront été réalisées par les opérateurs, nous pourrons prendre une décision. Une nouvelle sanction éventuellement, vu comment c'est parti? Éventuellement, il y a la possibilité d'une nouvelle sanction. Bon, personnellement, je suis plutôt pour des sanctions qui ne seraient pas forcément pécuniaires, parce que cela donnerait une mauvaise impression aux Congolaises et aux Congolais. On aurait l'impression que l'État simplement prend sa dîme et ne règle pas le problème. Donc nous orienterons probablement, mais ça dépendra d'une décision du chef du gouvernement, donc du président de la République, en concertation avec les ministères concernés, dont le mien, et nous nous concerterons sur le type de sanctions administratives que nous pourrons infliger. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on pourrait infliger comme sanction? Je pense qu'on devrait s'orienter vers une sanction plus administrative et à la limite qui fasse peser plus de risques aux yeux des opérateurs que la simple sanction pécuniaire. Alors on devrait probablement, à ce moment-là, aller vers des sanctions du type suspension conservatoire des licences. Ça ne veut pas dire l'arrêt, hein, je rassure les salariés et les groupes concernés. Il s'agira d'une décision conservatoire qui donnera un ultime délai aux opérateurs pour se ressaisir. Ne pensez-vous pas qu'il faille être un peu plus ferme avec ces opérateurs? Parce qu'il se dit, à Brazzaville par exemple, que vous n'arrivez pas, monsieur le ministre, à vous imposer face à eux. Aujourd'hui, quand je vous parle de sanctions administratives, je crois qu'il n'y a pas pire pour un opérateur que de prendre le risque de perdre sa licence. Perdre sa licence, c'est comme une voiture qui n'a plus de moteur. Vous pouvez avoir une Ferrari tout à fait belle, tout à fait attrayante, mais si elle n'a plus de moteur, c'est l'équivalent d'une 2 chevaux. Donc la sanction ultime et éventuelle serait le risque de perdre la licence. Ne doutez pas de la détermination de l'État congolais à améliorer les conditions d'utilisation de la téléphonie mobile et des télécommunications en général dans notre pays. Donc si nous devions en arriver là, eh bien, nous le ferions. Vous le ferez? Si nous devions en arriver là, nous le ferions. Nous verrons bien. Question suivante, s'il vous plaît, monsieur le ministre. La fibre optique arrivera-t-elle un jour au Congo? C'est la question qu'on se pose, que les Congolais se posent depuis des années. Alors apparemment, vous dites que la fibre optique peut être considérée comme opérationnelle. Oui. Sur les aspects techniques, oui, je le confirme, la fibre optique est opérationnelle au Congo depuis mai 2012. Nous sommes d'abord depuis janvier 2011 et l'atterrage du câble à fibre optique, le câble sous-marin dans lequel le Congo est partie prenante, sur les côtes de Pointe-Noire, sur la plage de Matombi. C'est-à-dire que nous avons réalisé notre connexion au réseau à haut débit mondial depuis janvier 2011. Ce câble, qui a fait l'objet ensuite d'une installation technique à Pointe-Noire et d'un déploiement d'un backbone, comme disent les techniciens, c'est-à-dire d'une
dorsale de fibre optique entre Pointe-Noire et Brazzaville, et depuis quelque temps une dorsale qui descend de la partie nord vers Brazzaville. Cette dorsale est installée. C'est-à-dire que, techniquement, même les opérateurs qui utilisent la 3G ont adossé leur réseau à la fibre optique. Donc, est-ce qu'il pose problème? Alors, non, il n'y a pas de problème. Les gens utilisent la fibre optique. Par exemple, nos jeunes qui utilisent régulièrement par la téléphonie mobile ou les tablettes et leurs smartphones utilisent couramment la fibre optique. Ils se rendent bien compte de l'amélioration technique, la qualité du débit qui est beaucoup plus importante. On arrive aujourd'hui à utiliser couramment les outils comme YouTube et tous ceux qui relèvent de ce qu'on appelle les technologies d'application cloud. Il y a techniquement une utilisation intensive et de qualité de la fibre optique. Le seul problème, c'est que le moine, on ne le reconnaît qu'à son habit. Les Congolais attendent, et ils ont raison, qu'au-delà de l'utilisation technique, que je qualifierais presque d'implicite, puisqu'ils l'utilisent sans le savoir, il doit y avoir des offres de services qui soient des offres ciblées et qui permettent aux Congolais d'avoir, en résidentiel chez eux ou à titre professionnel dans leur lieu de travail, avoir ce qu'on appelle la triple play qui est pratiquée un peu partout dans le monde. L'Internet à haut débit, le téléphone numérique et la télévision numérique terrestre. Donc des offres ciblées, mais aussi abordables. Abordables pour les Congolais. Parce qu'accéder à Internet à l'heure actuelle, j'en ai fait les frais. J'ai essayé avant de commencer cette interview, avant de faire cette interview, oui, de prendre une clé 3G et de me connecter à Internet. Oui, j'ai rechargé 5 000 francs CFA de crédit. J'ai eu 10 minutes de connexion. Vous avez raison. Ce qui va rendre le service attractif et donc accessible aux bourses de nos compatriotes, c'est l'arrivée de la concurrence. Nous avons, nous l'État, toujours dans notre fonction régulatrice, un devoir, c'est d'assurer une gestion, commercialisation de la fibre optique de la manière la plus optimale possible. La fibre optique appartient à l'État, donc aux Congolais. Il va falloir, et nous sommes en train de travailler sur ce sujet avec le ministère du Portefeuille public, ministère des Finances, à la mise en place d'une société de patrimoine qui devrait être, au nom de l'État, le dépositaire de toute l'infrastructure à haut débit. Deuxièmement, cette société de patrimoine va entrer en relation dans le cadre du partenariat public-privé avec des opérateurs privés dont c'est le métier, c'est-à-dire la gestion, la commercialisation et l'extension du réseau à fibre optique. Et c'est à ce moment-là, quand et je vous le rappelle quand même, le secteur est totalement livré à la concurrence, ouvert à la concurrence, quand ces opérateurs de haut niveau vont arriver et vont pouvoir proposer des services attractifs, eh bien, la tendance globale va être la baisse des coûts. Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé pour la téléphonie mobile. Il y a 10 ans, tous les Congolais vous disaient que le tarif de la minute de téléphonie mobile était un des plus élevés en Afrique. Oui. Eh bien, aujourd'hui, nous avons, depuis, je ne dis pas que c'est lié à mon arrivée au ministère, mais il y a une coïncidence heureuse, c'est que l'arrivée de la concurrence avec le troisième opérateur en 2008, 2 jours après ma prise de fonction, a fait que depuis lors, la tendance baissière du tarif de communication à la minute est avérée. Eh bien, cette tendance baissière a fait qu'on a perdu 70 à 80% de coût de la minute de téléphonie mobile. Donc dites-nous alors, 2015, 2016, 2017, quand est-ce que les Congolais verront arriver cette concurrence tant attendue? Eh bien, nous l'espérons le plus tôt possible. C'est-à-dire que dans les prochains mois, il devrait y avoir la création de cette société de patrimoine qui elle-même va entrer en relation avec les opérateurs privés qui vont venir enrichir le secteur et permettre le développement d'une concurrence pure et parfaite. Alors, Monsieur le Ministre, on va terminer avec la question Joker. Oui. On va terminer cette interview, question Joker que je tiens entre mes mains, qui concerne une polémique autour de vous, autour de vos proches. Alors, on aimerait bien que vous nous expliquiez qu'est-ce qui se passe au Congo. Parce que dès que j'évoque le nom de Thierry Mongala, le ministre, on me répond oui, il y a autour de lui une affaire de fréquence, une affaire de trafic de fréquence, certains de ses proches sont incarcérés. Qu'est-ce qui se passe exactement? De quoi il en retourne? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Eh bien, madame, je vous renvoie d'abord à la déclaration faite par le régulateur, qui est quand même en charge des questions de lutte contre la fraude. Ça, c'est le premier point. Il a démenti totalement toute cette fantasmagorie sur l'existence d'une pseudo-affaire de trafic de fréquences. Donc, je vous renvoie à la lecture de ce communiqué qui a mis fin, en réalité, vous venez peut-être d'arriver. Ah non, ça continue. Non, bon, il y a toujours des mauvaises langues. À Poto-Poto, par exemple, on en parle. Nous sommes dans un monde qui est celui de la politique, où tous les coups sont permis. Donc, je pense
pas que cette affaire défraie encore la chronique. Deuxièmement, le trafic de fréquences, madame, n'existe pas. Et c'est ce que vous avez expliqué. C'est une notion techniquement impossible. Les fréquences sont gérées par les régulateurs. Ces régulateurs, eux-mêmes, disposent de ces fréquences par une mise à disposition par l'Union internationale des télécommunications. Les fréquences ne sont pas un bien, comme cette table qui est devant nous, que l'on pourrait détourner de son usage normal pour les mettre ailleurs. Les mauvais esprits politiques qui ont voulu utiliser cette affaire, et notamment des journaux proches de l'opposition radicale et des activistes sur Facebook et Internet en général, se sont dit que pour parler aux Congolais qui n'y comprennent pas grand-chose à ces questions techniques, et c'est normal, on va mettre trafic et fréquence. Parce que trafic, c'est pas bien, et fréquence, c'est la souveraineté de l'État. Donc en accolant les deux termes, on donne l'impression de gravité d'une sorte de fraude générale qui a généré des milliards au profit du ministre et d'une espèce de bande de mafieux. C'est faux, le trafic de fréquences n'existe pas. Deuxièmement, vous me parlez de proches. Des proches ont été, oui, des proches, membres de mon cabinet, je dis bien membres de mon cabinet, ont été cités par la clameur publique. Il n'y a, au moment où nous parlons, aucun de mes proches qui serait incarcéré. Ils l'ont été? Non. Non plus? Non. Donc, voyez, la rumeur va beaucoup plus vite que la réalité. Comme on dit chez nous dans un proverbe, le mensonge arrive par l'ascenseur et la vérité par l'escalier. On dit aussi qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Madame, à partir du moment où le régulateur a démantelé, et cela est vrai, a démantelé un réseau de ce qu'on appelle des SIM-box. Les SIM-box, ce sont des espèces de boîtiers techniques dans lesquels on insère des cartes SIM et qui permettent à des fraudeurs de détourner une partie du trafic normal des opérateurs au profit exclusif de ceux qui s'adonnent à ce type de trafic. Donc, SIM-box, c'est quelque chose de courant. Et je peux même vous dire, et je l'ai dit dans ma dernière interview, je ne peux pas, parce que je ne suis pas schizophrène, participer au démantèlement, quelques semaines avant le déclenchement de cette pseudo-affaire, de ce genre de trafic de SIM-box, puisque j'avais été avisé par différents canaux de l'existence d'un tel trafic. J'ai dénoncé ce trafic au régulateur et nous avons ensemble démantelé ce réseau. Alors, par la main gauche, je démantèlerai des trafics du même genre et par la main droite, je les encouragerai ou les initierai. Vous ne pensez pas que ça ne serait pas très cohérent? Donc, d'où ça vient tout ça, monsieur le ministre? La cabale politique. Oui, cette cabale. Eh bien, elle vient, je vous l'ai dit de manière très claire, de l'opposition, d'activistes de l'opposition radicale qui, estimant que je fais partie des quelques personnalités au gouvernement qui étaient très actives sur le débat concernant le changement de la Constitution, ont décidé de décrédibiliser mon message en voulant décrédibiliser le messager que je suis. C'est tout simple, c'est un classique en politique. Merci à vous, monsieur le ministre, d'avoir accepté de répondre à ces questions. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24 au Congo. À bientôt.